vous parlez justement de quand on vous fait croire, vous vous mettez dans la tête, c'est que quand on formate des personnes pour ça. Vous savez, à la page 61, quand on parle de ces garçons qui ont fréquenté l'école des pères jésuites, ce qu'on leur faisait chanter, et en langue, hein, en dialecte du Kasaï, nous serions les esclaves des arabisés. Les Belges nous ont sauvés. Nous serions toujours dans les ténèbres. Les Belges nous ont apporté la lumière, voilà, et tout. C'est ça, quand on formate, voilà, on formate un peuple ou une génération, et puis après, ça, c'est, comme vous dites, c'est après intergénérationnel. Intergénérationnel. Oui, et ces ritournelles, je ne les ai pas inventées, hein. C'est des chansons que l'on chantait à l'époque. Et d'ailleurs, l'une de ces chansons, je l'ai retrouvée sous la plume d'un auteur belge, figurez-vous. Donc, on pourrait peut-être penser que c'est un Congolais qui veut régler ses comptes. Mais quand on lit Congo, une histoire de David Van Reybrouck, qui est un essayiste et journaliste belge, c'est un livre qui a reçu les prix Médicis en 2008, de essai Médicis. Si vous lisez, vous retrouverez cette chanson et bien d'autres. Voilà, donc c'est pas des choses qui s'inventent comme ça. C'était ça la colonisation, la dépréciation de l'autre, la dévalorisation de l'autre, le présenter comme en fait le contraire radical de soi. Donc autant le blanc était synonyme de lumière, d'intelligence, autant on le faisait croire au nègre, comme on disait, et on se persuadait soi-même que l'on était de rang supérieur. Et d'ailleurs, pour revenir encore un peu au roman, une citation du début, c'est ça que je mets en exergue en reprenant les mots que Victor Hugo avait prononcés lors du 31e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1879. C'est Victor Hugo qui en appelait publiquement, qui appelait le peuple européen à s'approprier l'Afrique en disant « Dieu vous le donne, l'Afrique n'appartient à personne, Dieu le donne aux Européens, prenez-la, prenez l'Afrique, Dieu vous la donne ». Si on regarde… Si vous voulez, je vais le lire là, c'est là. Allez, peuple, emparez-vous de cette terre, prenez-la. À qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. Ou les rois apporteront la guerre, apportez la concorde. On ne peut plus clair, on ne peut plus clair. Et ça ne sort pas de la bouche d'un abruti, ça sort de la bouche d'une de ces personnes qui sont, comme on disait, les héritiers des Lumières. C'est Victor Hugo qui les dit. Et il les dit de toute bonne foi. Il est convaincu que l'Afrique n'appartient à personne. Plus loin dans les textes, il dit « Sans l'Europe, cette Afrique n'est que ténèbres ». Il le dit. Il dit au siècle passé, je le cite de mémoire, au siècle passé, je pense l'homme blanc, a apporté à l'homme noir, je sais pas, la civilisation, quelque chose comme ça. Bien, au siècle qui arrive, l'homme blanc fera de l'homme noir un humain, un être humain. Je peux me tromper sur un mot près, mais voilà. C'était ça l'esprit. Mais c'est ça l'idée. Hein, c'est ça l'idée, c'est dans l'esprit de ce que vous venez de lire. Donc, il considère qu'avant l'arrivée de l'homme blanc, l'Afrique est à la fois une terre annulus, comme on disait, une terre sans maître, dont il faut s'emparer, mais l'homme africain, en l'occurrence, n'a pas d'histoire, n'a rien du tout, c'est comme un vase vide qu'il faut remplir. Alors ne soyez pas surpris si, il y a quoi, 6, 7 ans maintenant, 8 ans, je ne sais pas, un président de la République française débarque à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar pour dire, en présence de la jeunesse africaine, que l'Afrique, le problème de l'homme africain, c'est qu'il n'est pas entré dans l'histoire. Sarkozy, pour ne pas le nommer, il n'invente rien. Il est le continuateur de cette pensée racialiste, suprémaciste, qui est convaincu foncièrement que l'Afrique n'est rien. Ça, c'est pas de commentaire. Monsieur Dalla, la preuve, il l'a dit devant un parterre d'intellectuels africains. Ça se passe de commentaires. Donc, après, donc je dis, il faut pas oublier l'histoire, il faut pas oublier le passé, parce que même dans l'impensée de nos contemporains, dans ce cas-ci, il s'agit des Sarkozy, cette pensée racialiste, elle est toujours là. Et elle va dicter. Quelqu'un qui est convaincu que l'Afrique n'est rien, n'apporte rien à la civilisation universelle. Mais si c'est quelqu'un qui pèse sur le sort du monde, comment voulez-vous que cela ne dicte pas la manière dont les décisions politiques, la politique que cette personne va mener va affecter les Africains? Il faut en être conscient. Donc, il ne faut pas croire que tout ça, c'est de l'histoire passée. Et cela est d'autant plus absurde, d'ailleurs, que quand on regarde historiquement, pour juste parler de rapport avec l'Europe et de nos royaumes, nous sommes au XVIe siècle. Des royaumes comme le royaume Congo ont déjà des diplomates qui les représentent sur le continent européen. Donc, c'est quand même curieux qu'un peuple qui n'est rien, qui n'a aucune organisation politique, au XVIe siècle, on a par exemple le roi Alfonso Ier du royaume Congo qui échange des ambassadeurs avec le royaume de Portugal. Pour ceux qui ont lu le roman écrit par Wilfrid Sondé, excellent roman, Un océan, deux mers, trois continents, il nous raconte l'histoire
d'Nsekenevunda, qui est le premier évêque du Royaume Congo, qui était aussi le premier ambassadeur d'un royaume noir au Vatican. Sa statue se trouve encore dans la cour du Vatican aujourd'hui, qu'on appelle Negrita. On appelle Negrita cette statue. Alors, de peuples qui n'ont rien, qui n'ont aucune notion de civilisation, entre guillemets, et dont on estime qu'ils peuvent avoir leurs ambassadeurs, leurs représentants auprès de royautés et de seigneuries européennes pour leur apprendre quoi. Donc, ça veut dire qu'on reconnaissait à l'époque, on s'était rendu compte que c'était des organisations politiques abouties, organisées, donc qui avaient leurs forces et leurs faiblesses, comme partout, qui avaient connu de hauts et des bas, mais qui en aucun cas n'était le siège de la sauvagerie comme on l'entend, comme on la vend dans la bouche de ces gens-là. C'est aussi simple que ça. Et je termine par un autre exemple pour revenir au royaume de Bakuba. Quand les ethnologues et les explorateurs belges et britanniques arrivent, et dans ce cas-là, c'est des Britanniques d'ailleurs, au XVIIe siècle dans le Kasaï, dans le bassin du Kasaï, et qu'ils découvrent l'organisation politique de la cour du Nimi, donc du roi de Bakuba, ils écrivent, ces écrits existent encore aujourd'hui, ils écrivent que l'organisation politique qu'ils ont trouvée est extrêmement aboutie. Il dit les villages, les grands villages ont un système cadastral impressionnant et toute cette organisation les font penser à la Chine ancienne. Ou alors, il dit, du point de vue de l'art, ils ont l'impression que ce peuple a dû être influencé ou alors a influencé le peuple d'Égypte et de l'Éthiopie. Alors, si on parle là du XVIe siècle, on revenait au XVIe siècle, donc on ne peut pas dire que c'est des peuples qui n'ont aucune histoire, qui n'ont aucune civilisation, et constater que ce qu'ils offrent à voir se rapproche à des formes d'organisation politique administrative les plus sophistiquées qu'on a vues sous d'autres cieux. Et par ailleurs, on ne peut pas ensuite les dépouiller de ce qu'ils ont fait de mieux au niveau culturel, au niveau artistique, venir mettre dans nos musées ici en Occident et ensuite prétendre que c'est des gens qui n'avaient aucune notion ni du temps, ni de l'art, ni de quoi que ce soit. Et je ne parle même pas de l'influence de l'art africain sur des génies comme Picasso et d'autres. Donc, le fait est que tout cela est tu, tout cela n'est pas raconté, n'est pas suffisamment mis en avant pour continuer à répandre l'évangile selon laquelle l'Afrique et les Africains, les Noirs en général, comptent pour quantité négligeable parce qu'ils n'ont rien apporté à la civilisation telle que les tenants de ces théories suprémacistes l'entendent.